José Goudreau, rue d'Auteuil à Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, j'aimerais qu'on aborde, si possible, j'aurais quelques questions concernant le point 5.1, plus précisément, qui apparaît à l'ordre du jour du Conseil de ce soir, concernant l'analyse des contrats accordés par la Ville pour aller, en fait, dans le même élan que la personne qui m'a précédée. Alors, j'aimerais savoir, à ce jour, les gens qui ont été mandatés pour vérifier ces contrats-là, il y a entre autres la firme Navigante, c'est ça? Et combien d'argent, en fait, à ce jour, la Ville, ils vont en coûter combien à la Ville pour les démarches que Navigante a effectuées dans le cadre de ces analyses-là? Écoutez, on parle d'un montant de 104 000 là, qui est là présentement, qui fait partie des démarches que le Navigant a fait présentement. On ne sait pas encore, je ne suis pas en mesure de vous dire si le Conseil va continuer ou pas. Ces gens-là vont nous tout de même faire un genre de rapport préliminaire sur ce qu'ils ont trouvé. Et à partir de là, le Conseil va prendre une décision. Monsieur Berthelot, j'ai regardé un peu là, dans l'historique de l'octroi de ce contrat-là. En fait, Navigante, il semblerait qu'a commencé son travail d'analyse en novembre 2012. Et la résolution du Conseil, en vertu de laquelle on octroyait le contrat à cette firme-là, a été adoptée le 4 février dernier seulement. Il n'y a pas eu d'offre de service qui a été présentée par Navigante au Conseil. On n'a pas fait une évaluation sommaire des coûts anticipés pour cette analyse et il n'y a pas eu de conditions particulières qui ont été énoncées dans le cadre de ce contrat. C'est comme si on avait, dans le fond, donné un chèque en blanc à la firme en question pour analyser les contrats qui étaient, dans le fond, l'objet d'une enquête auprès de l'UPAC. Et ce que je vois ce soir, c'est que il y a également eu un avocat qui a été mandaté dans le cadre de ces analyses de contrat-là également. Et encore là, il n'y a pas eu d'offre de service de présenter par ces gens-là, pas eu de montant anticipé pour l'analyse des contrats et il n'y a pas non plus eu de conditions qui ont été énoncées dans le cadre de leur travail d'analyse. Alors, encore là, il s'agissait d'un contrat, en fait, d'un chèque en blanc donné à ces entreprises-là. Et ce que je comprends, c'est que ce soir, le Conseil, les membres du Conseil s'apprêtent également à adopter une résolution donnant un contrat à Pluritech pour analyser encore ces mêmes contrats-là. Et j'aimerais savoir, dans ce cas-ci précisément, est-ce que Pluritech vous a fait, en fait, est-ce qu'ils vous ont présenté une offre de service? Est-ce qu'il y a des conditions particulières qui apparaissent dans cette offre de service-là, si elle existe? Et combien anticipent-ils les coûts qui vont être liés à leur analyse? Bon, tout d'abord, je vais permettre au monsieur le directeur général de répondre à vos 12 premières questions successives. Parfait. Là, concernant le Navigant, la démarche et le reste, là, les explications, les objectifs et tout ça. Je pense que monsieur le directeur général va tout vous répondre à ça d'une façon assez précise. Parfait. Bien, je vais tenter. Novembre 2012, Navigant a été identifié pardon, comme professionnel au dossier, mais n'a pas travaillé dans le dossier avant février 2013. Donc, il n'y a pas eu d'honoraire pour cette période-là. Tout ce qui est professionnel utilisé par une municipalité pour des causes pouvant se retrouver devant les tribunaux peuvent s'octroyer de gré à gré sans appel d'offres. Dans le dossier qui nous préoccupe, il y a eu plusieurs démarches de recherche de fait et on a tenté de trouver les professionnels qui nous apparaissaient les plus qualifiés pour le genre de travail qu'il y avait à faire. C'est dans ce contexte-là que les mandats ont été donnés. Pour ce qui est des avocats, il n'y a pas eu de travail comme tel de fait encore, il n'y a pas eu de facturation non plus. Donc, le seul qui nous a facturé à date, ou qui a des heures facturables au moment où on se parle, c'est Navigant, pour ce qui est des professionnels au dossier. Pour ce qui est de l'évaluation des coûts, il faut comprendre qu'on reconstitue ou on tente de reconstituer, que ce soit au niveau jury comptable ou autrement, les enquêtes qui ont été faites par l'UPAC avec les moyens qu'on a. C'était tout à fait impossible d'évaluer le nombre d'heures que ça pouvait prendre, ni l'ampleur du travail qu'il pouvait y avoir. Et non plus, dépendant de la décision que le Conseil prendra éventuellement, s'il y a des poursuites intentées ou pas, tout cela vient jouer là, au niveau des coûts de l'ensemble du dossier.
On a eu, par contre, des honoraires, des offres de services au niveau horaire. Donc, on connaît le taux horaire là, des professionnels au dossier. Mais en connaissant le taux horaire, on n'est pas en mesure d'évaluer le nombre d'heures qu'ils vont accorder à l'analyse. C'est pas possible. En fait, ce qui me renverse, c'est comment Navigant a pu se rendre à plus de 100 000 $ d'honoraires à ce jour depuis février. Et c'est épeurant. Et il reste que... bon, vous me dites qu'on n'a pas d'obligation d'aller par appel d'offres, de soumission, parce qu'il s'agit d'honoraires professionnels dans le cadre de dossiers qui pourraient éventuellement être judiciarisés. Mais il reste que la loi sur les cités et villes existe bel et bien et qu'elle encadre l'octroi des contrats. À l'article 573.3.4, il est dit « peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle. Le membre du conseil qui, sciemment, ne respecte pas l'interdiction prévue au paragraphe 3.1 de l'article 573 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l'adjudication ou la passation d'un contrat sans respecter les règles prévues à la loi sur les cités et villes. La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique également à un fonctionnaire ou un employé de la municipalité et toute personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal. Alors, vous comprendrez que si effectivement il y a des démarches qui ont été effectuées et qui sont hors du cadre de la loi, il y aura possibilité pour tout contribuable d'exercer un recours judiciaire. Et quel est l'acte illégal qui a été commis selon vous? On est rendu à l'octroi d'un contrat professionnel de plus de 104 000 $. On va refaire, on va réattribuer, on va octroyer de nouveaux contrats de services professionnels à des gens en ne sachant pas le nombre d'heures qu'ils vont consacrer à l'analyse de ces dossiers, en ne sachant pas ce qu'ils cherchent, en ne sachant pas combien de temps ça va prendre et en sachant pertinemment qu'ils n'ont pas accès à la preuve judiciaire qui est, en fait, l'UPAC est en train de faire son travail et les dossiers sont judiciarisés et on n'en est même pas au stade de l'enquête préliminaire au niveau du tribunal. Il ne faut pas oublier les délais de prescription au niveau civil aussi. Hein. On ne peut pas attendre les résultats du jugement au niveau criminel. Et je vous inviterai à lire la loi des cités et villes un petit peu plus loin, peut-être, qui viendrait confirmer ce que je vous ai dit. Mais parfait, tant mieux. Si vous agissez en toute légalité, c'est extraordinaire et je vous salue. J'ai une autre question, c'est concernant la réintégration de 2 fonctionnaires qui ont été ciblés par l'enquête de l'UPAC en juin dernier, soit M. Thierry Garcia et M. Jacques Vallière. Et j'aimerais, en fait, qu'on se rafraîchisse la mémoire. J'ai ici le communiqué de presse qui a été émis par l'UPAC à l'époque, ainsi que le Bureau de la concurrence du Canada. Alors, il est daté du 21 juin 2012. Les arrestations d'aujourd'hui, impliquant notamment 2 fonctionnaires municipaux, sont le fruit des efforts d'une enquête menée conjointement par le Service des enquêtes sur la corruption de la Sûreté du Québec, Unité UPAC, et le Bureau de la concurrence du Canada. Cette enquête a été d'une durée de plus de 2 ans. Parmi les chefs d'accusation de nature criminelle déposés par le Bureau de lutte à la corruption et à la malversation, du directeur de poursuites criminelles et pénales, figurent des actes de corruption dans les affaires municipales, d'abus de confiance, d'influencer un fonctionnaire municipal, de fraude envers le gouvernement, de production et utilisation de documents contrefaits, d'accepter une récompense, avantage ou bénéfice de fausses déclarations ou énoncés erronés. Et si on regarde de façon plus particulière les chefs d'accusation qui ont été déposés à l'encontre de M. Thierry Garcia, acte de corruption dans les affaires municipales, article 123 du Code criminel. Un chef d'accusation. Abus de confiance, article 122 du Code criminel. Fraude envers le gouvernement, article 121 du Code criminel. Accepte récompense, avantage ou bénéfice, article 426 du Code criminel. Et complot, article 465 du Code criminel. Il y a 4 chefs relativement à l'accusation de complot. Tous ces actes d'accusation, si la personne est reconnue coupable, bien évidemment, il y a la présomption d'innocence,
Si la personne est reconnue coupable, est passible d'un emprisonnement de 5 ans. Par rapport aux accusations, au chef d'accusation porté à l'encontre de M. Jacques Vallière. Avez-vous une question, Mme Goudreau? Parce qu'il y a d'autres gens qui veulent intervenir. J'ai pratiquement fini, M. On comprend tout ça, là. Ça va. Jacques Vallière, acte de corruption, 123 Code criminel. Abus de confiance, article 122 du Code criminel. Fraude, article 121 du Code criminel. Fraude, fraude contre le gouvernement. Accepte récompense, avantage ou bénéfice, article 426 du Code criminel. Fausse déclaration et énoncé erroné, article 426 du Code criminel. Il me semble que dans les circonstances, un principe de précaution élémentaire inciterait les gens du Conseil à avoir une petite retenue et à s'abstenir de réintégrer ces gens dans leur poste tant et aussi longtemps que la lumière ne sera pas faite relativement aux accusations qui ont été portées à leur égard. Alors, je vous remercie et j'aimerais bien que vous y songiez quand on arrivera à ce point-là à l'ordre du jour. Merci. Merci.